Hey les amis, c'est enfin terminé. C'est terminé. On a passé une belle aventure ensemble. C'est totalement terminé. C'est terminé le mercato, hein. C'est le mercato qui est terminé, c'est pas la chaîne, j'abandonne pas, ne vous inquiétez pas. Je suis très fatigué d'avoir passé 2 mois intenses avec vous sur toutes les vidéos que je vous ai faites. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, pour ceux qui étaient là juste pour le mercato. Sinon, ceux qui sont là aussi pour l'Olympique de Marseille, pour parler de notre passion, c'est maintenant qu'il faudra me soutenir, les amis. On y va tout de suite sur le soutien, on y va, let's go. Cacao, abonnement, like, partage et les commentaires. Et le partage, oui, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis, et la cloche plutôt. Voilà, on va passer un bon moment encore sur cette vidéo-là. On va parler encore du mercato, mais sur la fin de vidéo. Donc ceux qui sont intéressés pour le bilan du mercato, selon moi, eh ben, il faut aller jusqu'à la fin. Vous regardez le laps de temps et vous mettez à peu près 10 minutes de temps. Je pense que je vais en parler pendant 10 minutes. On va parler de quoi aujourd'hui? C'est un anniversaire, les 125 ans du club olympien. Et on y va tout de suite, les amis. On va faire une petite intro. Allez, let's go. Alors nous y sommes, je vous laisse la vidéo en fond sans le son, voilà, parce que les droits d'auteur ici et là, vous voyez donc les images, 125 ans d'histoire, l'Olympique de Marseille qui est né donc le 31 août 1899 par René Dufort de Montmirail. Voilà, à l'époque, le logo c'était plutôt un DM et il a été transformé en OM pour l'Olympique de Marseille. On a gagné pas mal de trophées, à l'époque c'était un stade, vous voyez, olympique, il s'est transformé, vous voyez les travaux, ça a changé, maintenant c'est un stade qui ressemble comme un vaisseau, comme dans la planète Mars. Voilà, donc 125 ans, bon anniversaire à toi mon cher Olympique. Et on y va maintenant sur quoi? On y va sur la conférence de presse. Non, pas, c'est pas maintenant, excusez-moi, je suis un peu avec la taxe. Sur le maillot. Et oui, parce qu'il y a un maillot. Il y a un maillot spécial 125 ans. Alors, il y a des petites images qui nous découvrent un petit peu 2-3 leaks. On voit qu'il y a un col qui est assez bizarre, un ancien col. Par contre, le logo est magnifique. Maillot tout blanc, Puma blanc, CMA, CGM blanc. On continue les autres images avec le petit brassard, j'allais dire, la petite manche. Donc en bleu avec 1899. Je continue donc de côté et le logo de face. Voilà, donc on va attendre qu'il va sortir. Peut-être qu'il sortira aujourd'hui vu que c'est la date précise. Et dès qu'il sortira, bah, j'irai l'acheter. Voilà. Pour ma part, j'ai déjà acheté le maillot extérieur, pas celui de domicile, mais celui-là, pourquoi pas, s'il est magnifique, tout blanc avec ce logo qui est magnifique, je l'adore. Allez, on enchaîne maintenant avec les supporters. Les supporters qui fêtent leur anniversaire aussi. C'est les Commandos Ultra qui fêtent leur quoi? Leur 40 ans. Voilà, année pile, 40 ans pour année 84 pour les Commandos Ultra. Donc bon anniversaire à tous ce Commando Ultra. On enchaîne maintenant avec autre chose et les supporters qui se déplacent du côté de Toulouse. Aujourd'hui, pour le match, ils seront 1000 dans le parcage au stadium ce soir. Donc bonne chance à tous les supporters qui y vont. Comme Joga Benito qui m'a dit j'y serai et je lui dis et cool ça. Donc bonne soirée à toi mon petit Joga. Allez, on enchaîne les amis avec quoi? Avec le soutien de la chaîne encore. On continue. Ce soir, on se retrouve en live à partir de 20 h sur la chaîne YouTube. Bientôt, j'essaierai de le mettre aussi sur Twitch, mais pour l'instant que YouTube. Donc Toulouse, Marseille, à partir de 20 h. On va résumer aussi la situation du mercato. On va sûrement revenir sur le dossier Verretou, sur le dossier Benasser, sur d'autres dossiers aussi, parce qu'il n'y a pas que ce dossier-là, les amis. Et on va en parler tout à l'heure. Tout à l'heure, 20 h. Allez, on enchaîne les amis avec quoi maintenant? Avec la conférence de presse. La conférence de presse d'avant-match. Et le mercato, c'est en fin de vidéo, hein, pour ceux qui sont intéressés que pour le mercato. Allez, on parle du match. Son retour sur OM Reims. Qui nous parle du retour sur OM Reims? C'est Quentin Merlin qui revient sur le OM Reims. Oui, pour nous, c'était un résultat frustrant, nous dit Quentin. Vu la domination qu'on a eue la première mi-temps, où je pense, alors je vais vous l'agrandir, comme ça vous voyez mieux, où je pense qu'on pouvait rentrer à la mi-temps avec une meilleure marge. Et oui, il n'y avait que 1-0, alors qu'on a eu pas mal d'occasions. Et Liwaï qui s'est manqué, mais ça ne sert à rien de l'insulter. Voilà, comme la femme avait et tout, ça ne sert à rien de l'insulter, les amis. Voilà, ne soyez pas trop benés, s'il vous plaît. Mais après, c'est surtout, on a bien analysé le trou qu'on a eu pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. Pardon, on a eu un manque total d'attention, d'agressivité défensivement. Donc, ce n'est pas de physique apparemment. Et ça ne doit pas se reproduire, puisque, comme on l'a vu, ça coûte cher, ça coûte 2 points. Et après, ce qu'on a bien aimé, c'est la force mentale pour réagir, pour revenir au score. On aurait aimé avoir la victoire à domicile devant nos supporters, mais malheureusement, ce sera pour la prochaine fois. Bon les amis, je vais un petit peu bafouiller dans cette vidéo-là, parce que je suis très fatigué, j'ai repris le travail, j'ai fait 3 nuits consécutives, c'est assez compliqué, 36 heures en 3 jours de nuit, avec les vidéos le matin, le live de Twitch.
c'est compliqué. C'est compliqué, donc je m'excuse d'avance si je dois bafouiller un petit peu. Je ne vais pas faire de montage pour cette vidéo-là, mais prochainement, ça ira mieux quand je reprendrai le rythme. Et surtout, parce que je vais faire moins de vidéos le matin. Voilà, ne croyez pas que ça va être tous les matins comme ça. Maintenant, le mercato est terminé. Je voulais vous tenir au courant sur le scénario. Ça va changer. Ça sera sur l'actualité olympienne, qui sera importante. Les débriefs de match, je vais en faire. Les débriefs des conférences de presse, je vais en faire. Et l'actualité à ma sauce et d'autres contenus. Voilà, pour l'instant, les petits palettes tactiques que je vous avais préparées, je vais les mettre en place. Allez, on enchaîne sur la conférence de presse et on continue avec Quentin Merlin qui nous répond quoi? Sur son entente avec Luis Enrique. Son entente avec Luis Enrique, par rapport à Luis Enrique, lui peut aussi jouer au land de cœur du jeu en numéro 10. Son poste, c'est numéro 11, mais il peut aussi jouer en 10. Donc après, on a la totale liberté. Moi, si imaginons sur le match de Reims, je pouvais aussi me mettre en 10 et lui sur le côté. Donc ça aide aussi pour nous et ça déstabilise aussi l'équipe adverse. Voilà, ce qui veut dire, c'est qu'ils peuvent permuter les deux. Voilà, Luis Enrique est ailier gauche. Merlin, quand il passe ailier gauche derrière Luis Enrique, et Luis Enrique revient en 10. Et ils peuvent permuter. Luis Enrique peut aller ailier gauche. Et Quentin Merlin peut passer en numéro 10. C'est ce qu'il vient de dire. Donc ils peuvent permuter à un moment donné. Ça peut déstabiliser l'adversaire. On voit la suite. Quentin Merlin qui nous parle du match de Toulouse. Et oui, parce que c'est aujourd'hui. Et il nous dit quoi? On a déjà perdu 2 points le week-end dernier. Là, on doit prendre les 3 points, rattraper bien sûr le retard. On doit continuer à faire du mal offensivement aux adversaires. Et on doit réussir aussi à avoir un clean sheet. Et oui, pour l'instant, on a encaissé 1 but contre Brest et 2 buts contre Reims. J'allais dire 3. Pour l'instant, 3 au total en 2 matchs. Et même les matchs de prépa, on a encaissé quelques buts contre des équipes. On enchaîne et on passe sur qui, les amis? Passe sur De Zerbi, c'est juste après De Zerbi. Voilà, et d'abord, on va sur les ambitions de Merlin et du club. Pour lui, pour ses coéquipiers, pardon. Oui, il y a cette humilité-là. Après, on sait qu'on a eu des recrues importantes. On sait qu'on a un groupe qui est large, qui est étoffé, avec des joueurs de très grande qualité. Nous, on a l'objectif d'avoir la Coupe d'Europe cette année, ou l'année prochaine plutôt, d'être le plus haut possible au classement en Ligue 1, c'est ce que vous voulez dire. C'est à nous de bien travailler, de faire nos performances sur le terrain, de prendre le maximum de points possible. Après là, je pense que c'est un peu trop tôt de se lancer sur les objectifs, mais on verra par la suite comment ça se passe. Nous, on a hâte de bien savoir où on finira, ou où on finit la fin de saison. Voilà, donc je pense, dans les places européennes, le plus haut possible, c'est le mieux. Allez, on enchaîne avec notre cher De Zerbi. Tchak. Sur le blackout face à Reims. Lui aussi, il revient face à Reims. Donc, il va parler des 20 fameuses minutes. J'en ai parlé avec les joueurs mercredi, nous dit Roberto. Ils m'ont dit que physiquement, ils se sentaient bien. Donc, ce n'est pas un problème physique, donc c'est positif. Mais je pense que ce qu'on n'a pas compris, c'est que le match, à ce moment-là, avait changé. La pression de Reims avait changé. Moi, je vais vous dire, c'est aussi un problème physique dans l'impact. Ce n'est pas forcément le problème physique de fatigue, mais je vais dire dans l'impact. Dans l'impact, surtout, on est moins rentré, on était un peu plus mollasson. Voilà, c'est un problème physique, quoi qu'on en dise. C'est la condition physique, puisque c'est de l'impact physique. Je vous l'ai dit, je l'ai dit aux joueurs plusieurs fois, je l'ai répété, quand le vent tourne, quand le vent pousse, c'est à toi d'être le plus fort. Je pense que si on avait réussi à tenir, bien sûr avec les si on refait le monde, ces 4-5 minutes, on aurait pu marquer le 2-0 ou baisser un peu de rythme. C'est ce qui s'est passé à Brest. On a marqué le premier but, on a souffert, on a réussi avec les arrêts et les parades de Roulis à se mettre bien dans le match. De fait, on a marqué le deuxième et le troisième, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire cette fois-ci. Ce qui veut dire, c'est que le scénario face à Reims et face à Brest, ça se ressemblait. Il y a eu un moment où on a été dans la difficulté face à Brest. Voilà, donc quand on a le penalty, à ce moment-là, peut-être c'est ce qu'il veut dire. Derrière, on marque tout de suite après et on fait la différence à la 26e et 30e minute, je crois, avec Luis Enrique et Greenwood qui marquent le doublé. Donc après, on est à 3-0 et on est bien devant, du côté de Brest. Contre Reims, ce qu'il voulait dire, c'est si on aurait tenu un petit peu ce score de 1-0 et on aurait peut-être tenu la première occasion, pas encaissé ce but de égalisation, peut-être qu'à ce moment-là, on aurait marqué le deuxième et on aurait fait déjà le break. C'est ce qu'il voulait dire. Allez, on enchaîne avec la suite, le sujet sur la blessure de Léo Ballardy. Il nous parle de Léo Ballardy et son remplaçant, ça sera Cornelius. Donc ce soir, Cornelius sera titulaire. Qui jouera? Il a de la personnalité, Cornelius. Ça fait un moment qu'il s'entraîne avec nous. Il a les qualités pour remplacer un joueur du calibre de Léo, qui est un joueur qui est très important pour nous, que ce soit avec ou sans le ballon. Donc évidemment que c'est une absence importante, mais moi, je ne veux pas parler généralement
vous ne m'entendez pas parler des joueurs absents parce que voilà, je pense que je n'aime pas qu'on cherche des excuses, même si évidemment, ce serait mieux d'avoir toujours l'effectif entier à disposition. Je pense qu'on a les joueurs à disposition qui sont suffisamment forts et expérimentés pour pouvoir obtenir un résultat à Toulouse. Ce qui veut dire, c'est qu'il ne veut pas trouver d'excuses avant la rencontre avec les absences. On lui a posé des questions, il répond, bien sûr, il est courtois, mais il n'a pas avancé lui-même. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il ne va pas mettre en avant les petites absences qu'on a avec Balerdi, et si là, il est très important. Mais Cornelius, pour lui, il est apte à jouer titulaire, il a de la personnalité, ça fait un moment qu'il s'entraîne avec nous, et tout le team. Donc on verra bien, j'espère que ça ne sera pas le point faible de l'équipe, parce qu'on va en parler. Je vais parler d'un point faible, d'un doute que j'ai dans mon esprit. On continue sur Pierre-Émile Højbjerg. On continue. J'ai agrandi. Il nous dit quoi, Roberto? C'est une valeur ajoutée pour notre équipe, puisqu'il apporte de l'expérience au sein d'un effectif qui est très jeune. Il a énormément de qualité, on le voit concrètement aussi sur le terrain. C'est vraiment un joueur de haut niveau, Kondogbia aussi a ce rôle, au-delà des qualités techniques. Il a une très bonne personnalité et on a besoin de cette personnalité. Pas seulement de la part de Højbjerg ou de Kondogbia, mais de tous les joueurs. Donc par exemple, Brassier, Amir Murillo, tous les joueurs offensifs, parce que je pense que la personnalité va au-delà de ses qualités. Voilà, ce qui veut dire, c'est que tous les joueurs doivent être impactants dans l'effectif. Ils ne doivent pas se laisser aller. Par exemple, comme il le dit, Amir Murillo ou Brassier, c'est peut-être pas des leaders dans l'équipe par rapport à leur statut, mais ils doivent avoir aussi une importance dans l'effectif. C'est ce qui veut dire. Tout le monde a son rôle à jouer. C'est ce qu'il disait plus ou moins Rongier quand on lui parlait du Capitana. Et on va en parler du Capitana. Il a parlé d'Højbjerg et justement, petite image, Højbjerg, c'était du côté du Vélodrome face à Reims, du côté de la commanderie, sur Pierre-Émile Højbjerg. On parle de lui du côté de la Provence. Et on nous dit quoi du côté de la commanderie? Si c'était possible, on aurait recruté 11 Pierre-Émile Højbjerg, pour faire l'équipe. Avec ça, on serait champion ou très proche de l'être. Bon, le championnat n'est pas terminé, on peut être champion, même si on n'a que un Émile Højbjerg. Pourquoi je dis Émile? Pierre-Émile Højbjerg. Je vais dire que Højbjerg. Donc, si on n'a que un Højbjerg, peut-être qu'on sera champion quand même. Voilà, faut pas être défaitiste, les amis. Allez, on enchaîne, on continue avec la conférence de presse. On revient sur. Cette fois, il va nous parler de Quentin Merlin. Il va nous parler de Quentin Merlin qui est passé juste avant. Pour moi, Quentin Merlin, c'est vraiment une surprise. Pour Roberto, c'est une surprise. Je savais que c'était un joueur qui était fort, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un si grand impact dans les matchs. C'est vraiment un joueur qui nous permet aussi de changer de système au cours des matchs, avec son rôle hybride. À Brest, vous l'avez vu, jouer au milieu de terrain, mais c'était plus quelque chose par nécessité. Donc ce qui veut dire, c'est que ça n'a pas vraiment réussi. Face à Brest, Merlin, c'est pas son meilleur match, c'est pas sa meilleure prestation quand il a été que dans le milieu. Voilà, il est mieux peut-être dans le rôle couloir gauche, à repiquer peut-être dans l'axe de temps en temps, mais pas tout le temps, c'est ce qu'il vient de dire, plus ou moins, ce que je comprends. C'est plus un joueur de couloir, comme vous allez le voir. J'avais pas lu la suite, mais je l'avais déjà écouté. Comme vous allez voir aussi, parce que Luis Enrique apprendre à jouer plus dans l'axe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Avoir aussi sur le côté droit pour recentrer Greenwood, qui est probablement le plus dangereux offensivement. Après, il faut encore que les joueurs apprennent à bien se connaître, que moi j'apprenne à bien tous les connaître, et ensuite on cherchera toujours la meilleure solution. Maintenant on continue, on va sur l'autre, et il nous parle de Neil Maupay, l'arrivée de Neil Maupay. Qu'est-ce qu'il nous dit sur l'arrivée de Neil Maupay? Je suis très heureux de son arrivée. Il a un caractère qui correspond, alors il y a un truc, à l'OM. J'aimerais avoir beaucoup de joueurs comme lui. Il a joué en France également, il connaît son rôle et il sait qu'on mise sur Wai. Donc c'est Wai qui sera titulaire, il sait que c'est Wai qui sera titulaire, mais il ne va pas se laisser aller comme ça, Neil Maupay. Il va peut-être tenter sa chance pour être en concurrence. Pour l'instant, il est derrière lui. Pour l'instant, il a rajouté, il est derrière Eli Wai. Pour l'instant. Vous voyez, il a rajouté 2 fois pour l'instant. Il est derrière lui dans la hiérarchie. Mais c'est le terrain qui prouve un peu ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que si Eli Wai, il est en difficulté pendant 4, 5, 6 matchs, je ne sais pas, je dis une durée, même 2-3 matchs, on va dire, et si Neil Maupay, il rentre, il marque un doublé, un autre match, il re-rentre, il met un autre doublé, au bout d'un moment, il va penser à le mettre Neil Maupay titulaire et Eli Wai remplaçant pour le laisser un petit peu se rebooster, peut-être qu'après, ça sera le contraire. J'essaie de prendre les décisions les plus justes dans tous les cas. Après, c'est sûr qu'avec la blessure de Faris, c'est un achat très important pour nous et on en est très heureux. Donc, il parle de Neil Maupay, l'arrivée qui fait plaisir. On continue avec De Zerbi qui nous parle de l'adversaire du soir de Toulouse. Voilà, il va nous donner un petit peu son avis sur l'équipe. C'est une équipe organisée avec et sans le ballon. Une équipe agressive, on est en train de préparer la rencontre dans ce sens-là, en s'attendant à ce genre de choses. Après, les joueurs veulent avoir le ballon. Nous, on va avoir le ballon, donc on verra demain. Mais évidemment, on affronte ce match avec beaucoup de respect. On sait que l'on peut l'emporter. Il faudra faire un gros match.
Donc c'est une équipe organisée, sans le ballon, une équipe agressive. On est en train de la préparer dans ce sens-là. Je vais rajouter peut-être quelque chose, deux, trois choses. C'est qu'il y a des attaquants très rapides devant, à Bourlal, Magri et je ne sais plus c'est qui le troisième. On verra dans la composition tout à l'heure. Et il y a même une recrue qui vient d'arriver. On enchaîne avec quoi? Avec le mercato. Il nous donne son point de vue sur le mercato et je vous donnerai le mien juste après. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis content de l'effectif. Il faut voir ce qu'on peut faire encore. Ou encore faire plutôt. Mais le club a fait un gros travail. On a énormément changé notre effectif. C'est vrai aussi que pas tous les joueurs qui étaient sur le départ ont accepté de partir. Donc ça a rendu un peu plus dur le mercato au niveau des recrutements. Mais honnêtement, je pense que le club a fait vraiment un bon travail. Après, évidemment, moi j'aime être honnête, je veux toujours vous dire la vérité, donc je pense qu'avec les difficultés qu'on a eues sur ce mercato avec les départs, je pense qu'on a quand même fait un mercato important. Après, il faudra voir dans les prochaines sessions, puisque l'OM a lancé un plan dans le futur, a démarré un projet, et je vous l'avais dit, déjà dit, pardon, pour bien faire, ça prend du temps, on ne peut pas penser tout résoudre en une seule fenêtre de mercato. Ce qui veut dire, c'est que cet hiver, il y aura peut-être des réajustements, peut-être des départs d'ici là, des fameux indésirables. Il y en a déjà eu un hier, on va en parler tout à l'heure. Et voilà où on en est. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, je ne l'ai pas annoncé officiellement. Ouais, mais on va en parler dans l'article de la Provence. Samuel Gigot est parti officiellement. Voilà, du côté de la Lazio. Je vous l'avais relié plus ou moins hier. Il est parti pour 3,5 millions. Voilà, c'est officiel, ça a été signé. Je vous l'ai annoncé sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas vu sur l'onglet communauté, vous pouvez le voir. Voilà, j'enchaîne maintenant sur quoi, les amis? Il nous dit quoi? Quel est l'aspect le plus important pour lui, pour le Capitana? Pour le Capitana, puisque Balerdi n'est pas là. L'aspect mental est le plus important pour lui. C'est l'aspect que je prends le plus en compte au-delà de l'aspect technique ou tactique vraiment. La tête, ça arrive pour moi avant les capacités qu'on peut avoir, avant d'avoir cette envie. Avoir vraiment de la personnalité. C'est pour ça que j'ai parlé aussi d'Emile Højbjerg, de Kondogbia. Je disais que je ne veux pas juste avoir un capitaine ou un vice-capitaine, mais vraiment avoir de très nombreux capitaines sur le terrain de l'équipe. Avoir beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence, des joueurs de poids. Et je pense que surtout, quand on joue pour un club comme l'OM, il faut aussi avoir cette personnalité. Et pour terminer la conférence de presse, il va nous donner un petit peu son aspect qu'on doit améliorer. Du côté de l'OM, il y a des progrès à faire et il nous dit quel progrès on doit un petit peu se fixer dans le futur. On doit progresser absolument au niveau du pressing. J'en avais parlé dernièrement et je vais vous remontrer la stat de la dernière fois. De la hauteur du pressing, de la hauteur. Voilà, il faut presser aussi quand on est attaquant. Il n'y a pas que la défense ou le milieu de terrain qui doit presser. On va en parler juste après. C'est quelque chose qui n'est pas simple parce que l'OM l'an dernier ne jouait pas dans un bloc aussi haut et donc on ne peut pas tout faire rapidement. Mais c'est absolument un aspect qu'on doit améliorer parce qu'on peut commander le jeu avec le ballon. Mais on doit aussi être en mesure de le faire sans ballon. Parce que quand on arrive à commander sans ballon, c'est un signe de courage, d'agressivité qui montre aussi une bonne mentalité. Et je vous montre justement le terme de pressing qu'on parlait dernièrement, de l'attaque. Pressing d'attaque pour nos joueurs attaquants. Avec les défenses adverses qui font un nombre de passes importantes. Par exemple, du côté de Lille, l'adversaire de Lille, la défense adverse de Lille font 7 passes,34 avant que Lille récupère le ballon. Alors que l'OM, les adversaires de l'OM, que ce soit Brest ou Reims, font 22,53 passes. Après, il n'y a que 2 matchs pour l'instant. 22,53 passes avant qu'on récupère le ballon avec nos attaquants ou nos milieux de terrain. Vous voyez la différence? 15 passes de plus. Donc, on prend plus de temps à presser du côté de l'OM par rapport au pressing des attaquants du côté de Lille. Voilà, vous pouvez lire à côté, à droite si vous avez envie de lire. N'hésitez pas, je l'ai déjà fait 2 fois, ce petit statistique, ce petit data. On va continuer maintenant sur la rencontre et les compositions d'équipe avec les absences du côté de l'OM, bien sûr. Toujours pas d'Ismaël Koné, ça commence à tarder. En phase de réathlétisation, le Canadien, comme Bilal Nadir, Léo Balerdi, on en a parlé, et Neil Maupay est qualifié. Par contre, Neil Maupay est qualifié, il pourrait rentrer en cours de match. Je pensais que c'était 48 heures. Au début, je pensais que c'était carrément 4 jours. Après, j'ai vu 48 heures traîner à droite à gauche. Et maintenant, finalement, c'est un jour avant, ou je sais pas. Peut-être c'est le jour même qu'on peut signer. Finalement, je sais pas. Voilà, bon, il est qualifié. Il est qualifié, tout est réglé. C'est officiel, il pourra jouer ce soir. Allez, on enchaîne avec les compositions de l'équipe, justement, de l'équipe. Alors, vous voyez, du côté de l'OM, pareil, le même système que d'habitude, 4-2-3-1, avec Roulier au gardien, Murillo à droite, Cornelius qui remplace poste pour poste, Balerdi, Brassier dans la défense côté gauche et Merlin à gauche.
pour le Capitana, ils ont mis Kondobia du côté de l'équipe, Højbjerg à ses côtés, Amin Harit en titulaire en numéro 10, mais avec son numéro 11. Numéro 10, avec son poste d'ailier droit, c'est Greenwood. Ailier gauche, Luis Enrique pour l'équipe et Eli Wahi pour l'attaque. Du côté de Toulouse, regardez, il y a du côté du gardien Rest, vous aimez bien, la défense à 3 avec Mackenzie, Nicolaisen et Cresswell. Du côté gauche, Donum, Caceres au milieu de terrain, Sierro le capitaine, Kamandi côté droit. Et les attaquants que je vous ai dit qui vont assez vite, que ce soit Gbo, Abourlal, attention marocain, un joueur assez bon, même s'il a eu une grosse blessure l'année dernière ou l'année d'avant, il est bien revenu. Et Magri en pointe en attendant que la recrue rentre sur le terrain, la recrue star, on va dire, assez connue, c'est King. Donc King, le Norvégien qui jouait du côté de la PL, qui a une expérience assez certaine en PL. Il n'a pas eu une expérience énorme au très très haut niveau en termes de matchs européens, mais il a quand même été en PL avec Bournemouth, avec, si je ne me trompe pas, de club Everton peut-être si je me souviens bien. Mais du côté de Bournemouth, il avait bien réussi. Il a une 200 matchs environ, un truc comme ça dans les stats pour une soixantaine de buts. C'est pas un super buteur, mais c'est un joueur qui a quand même été au très haut niveau du côté de la PL. Donc attention à ce joueur-là. Certes, il est sur la fin de sa carrière, il a plus de 30, 32, 33 ans, je ne sais plus quel âge il a exactement, mais c'est quand même un joueur qui pourrait être impactant. Attention à sa rentrée en cours de match. Il y a les autres remplaçants, vous voyez Sidibé, l'ancien monégasque, le champion du monde 2018, qui est sur le banc aussi, arrivé gratuitement. Par contre, il y a un remplaçant qui m'étonne d'être remplaçant, certes. Il y a Donum qui est un bon joueur, mais Suazo, j'aime bien ce joueur-là. Arrière gauche, latéral gauche, qui a été plutôt pas mal contre l'OM l'année dernière. Je crois qu'il fait une passe décisive sur la reprise de volée second poteau de Oneiwu, le japonais. Et qui est intéressant ce joueur-là. J'aurais aimé, pourquoi pas, l'avoir en remplaçant de Quentin Malin, parce qu'il nous manque finalement un arrière latéral gauche. Mais on verra dans le mercato tout à l'heure. Allez, on enchaîne avec la deuxième composition d'équipe, du côté cette fois de la Provence, qui nous met la compo de Toulouse. On ne va pas parler de celle de Toulouse, on va plutôt parler de celle de l'OM. C'est la même, Murillo, Cornelius. Par contre, il y a une différence, c'est qu'ils ne nous mettent pas de capitaine. Ils ne mettent pas de capitaine du côté de la Provence. Voilà plus ou moins, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de la compo, que ce soit de l'équipe ou de la Provence, c'est vraiment la même. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? Maintenant avec le petit focus. Allez, petit focus que je me suis fait, que je me suis lancé dans cette rencontre, c'est sur notre défense à nous. C'est une défense expérimentale. On n'a pas de droitier dans la charnière centrale, avec deux gauchers, comme je vous le montre là. Charnière expérimentale avec deux centraux, pardon, excusez-moi, ça se dit pas central, gauchers, qui n'ont pas été étincelants sur leur première prestation. C'est vrai, ils n'ont pas été super, hein, que ce soit Cornelius, qui a eu des difficultés face à Brest, certes la deuxième mi-temps ça a été un peu mieux, ou Brassier, plutôt le contraire, en première mi-temps contre Reims, ça a été plutôt tranquille, on va dire, mais deuxième mi-temps ça a été délicat. Même Balerdi, même Murillo. Et justement, Murillo est là. Murillo qui n'a pas rassuré non plus contre Reims. Et même le Brest, c'était pas oufissime. Je ne me rappelle plus s'il a été bon, mais je ne crois pas non plus. Et Merlin qui va devoir jouer son rôle hybride et qui ne sera pas vraiment là à aider la défense, peut-être, parce que c'est ce qu'on a vu sur les... Malheureusement, je ne voulais pas montrer la palette tactique que vous avez fait en vidéo, mais Merlin, pour ma part, attention à ses replis défensifs aussi. Certes, il apporte offensivement, il est très bon offensivement, mais j'aimerais bien aussi que défensivement, il ait un rôle aussi à aider ses partenaires quand ils sont en difficulté. Parce que contre Reims, quand on est en difficulté, il aurait dû revenir une ou deux fois. J'en ai parlé dans la vidéo, malheureusement, que je ne peux pas vous montrer. Allez, j'enchaîne avec quoi les amis? Non, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Êtes-vous confiant pour ce soir? C'est vraiment la question que je vous pose sur cette défense-là, face aux attaquants que je vous ai montrés, Abourlal, ou les autres, Magri, ou les autres, Gbo, ou les autres qui vont rentrer peut-être, ou l'autre plutôt qui va rentrer, comme King. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes confiant? Maintenant, partons sur les stats de la rencontre, les 13 stats de Stats OMP. D'ailleurs, Stats OMP, si tu passes par ma chaîne, n'hésite pas à me mettre un message, n'hésite pas à me dire c'est moi, et on se fait un petit partenariat ensemble. Si tu veux que je te soutienne un petit peu, ça peut te faire un peu de pub. N'hésite pas à passer par ici. Toulouse-Marseille, on ne sait jamais voilà, si ça peut faire un donnant-donnant. J'utilise tes stats, tu utilises, pourquoi pas, ma vidéo. Alors, on regarde les stats, il y a 13 stats. 8. Igor Tudor est le dernier coach olympien à avoir enchaîné au moins 2 victoires de rang à l'extérieur en Ligue 1 entre novembre 2022 et mars 2023 pour 8 victoires consécutives. 15. L'OM n'a d'ailleurs plus perdu au stadium dans l'élite au cours de ses 15 derniers déplacements. 15 matchs quand même qu'on n'a pas perdu du côté de Toulouse, soit depuis 2007, 7 victoires, 8 nuls. 14 fois, les Olympiens sont sortis vainqueurs de leur match à Toulouse en 45 déplacements, dont 4 reprises en cours. Alors dont
à 4 reprises au cours des 5 derniers matchs. Pardon, excusez-moi. En Occitanie, 15 nuls et 16 défaites. 6. Les Toulousains n'ont vaincu aucun adversaire à domicile dans l'élite depuis 6 matchs. 3 nuls et 3 défaites. Ah, ça fait 7 matchs qu'ils n'ont pas gagné, quoi. 4,5, soit la moyenne de buts par match au stadium quand l'OM affronte Toulouse en Ligue 1 depuis 4 matchs. 24,5%. La majorité des buts inscrits en Ligue 1 cette saison ont lieu entre la 46e et la 60e minute. 12 buts, soit 24,5, comme lorsque l'OM joue avec 3 buts marqués, 1 but, 2 buts contre. 7, avec 7 buts inscrits en 2 matchs disputés, l'OM détient la deuxième meilleure attaque au championnat. Sa meilleure moyenne de 3,5 buts par match est bien supérieure à celle en Ligue 1 de 1,36. Quant au TFC, il n'a scoré qu'une seule fois. D'ailleurs, oui, j'en ai pas parlé. Ils ont fait, on va voir sur le classement. Je crois qu'on le verra s'il y a 2 matchs nuls. Je crois que oui, puisqu'ils ont 2 points en 2 matchs. Et ils ne peuvent pas faire 2 points en 2 matchs s'ils ne font pas 2 matchs nuls. Ils ont fait un match nul contre Nantes et 0-0, je crois, et un match un partout contre Nice à Nice, je crois, si je ne me trompe pas. 17,5, soit la position moyenne en mètres de Geronimo Rulli cette saison depuis sa ligne de but. Position la plus haute du championnat pour un gardien. Sûrement, il n'a pas rajouté, mais pour un gardien. 65,4, soit le pourcentage de duels gagnés cette saison par les Olympiens, plus haut ratio de l'élite. En Ligue 1, c'est le plus haut ratio dans les duels. Mason Greenwood, en cas de 4e but au cours de ses 3 premiers matchs de Ligue 1, Mason Greenwood réaliserait le meilleur démarrage d'un joueur de l'OM depuis la naissance du championnat de première division. Très grosse stat là, dans l'histoire de l'OM. 101, après Vitinha PSG, Pierre-Emile Højbjerg est le joueur qui réussit le plus de passes courtes, 101 passes des 5 grands championnats. Je vous l'ai dit, il est très très propre dans son jeu. Voilà, il ne prend pas de risques pour l'instant, même si le deuxième match, il a quand même pris des risques puisqu'il est monté faire des frappes en dehors de la surface. Et il nous apporte dans ce côté métronome, leader dans la rencontre. C'est très très important d'avoir un joueur comme ça au milieu de terrain. 2,4, et on va en parler sur le mercato justement. 2,4, Eli Wahi. 2,4 est après Robert Lewandowski, 3,1, le joueur qui se procure le plus d'expected goals sur les 5 plus grands championnats. Par contre, il n'a marqué qu'un but. Stéphanie Frappard, avec Stéphanie Frappard au sifflet, l'OM gagne 2 matchs sur 3 à l'extérieur. Elle dirigera sa 3e confrontation entre l'OM et le TFC, l'OM ayant gagné les 2 fois précédentes. Donc on reste à 100% avec Stéphanie Frappard face à Toulouse. Voilà, les amis, on a vu toutes les stats. Allez, on y va maintenant sur le classement. L'OM est 5e avec 4 points, avec un match en retard sur Strasbourg qui a perdu hier contre Lyon. Un match fou. Donc Lyon qui a gagné leur premier match. Du côté de Toulouse, 12e, justement derrière les Lyonnaises, avec 2 petits points. Voilà, donc les amis, il faut absolument gagner pour passer dans les premières places encore une fois, en espérant que les Puputiens perdent leur match. Allez, on enchaîne maintenant avec quoi, les amis? Avec le Mercato. Je bois un petit coup, je vous montre le titre. Allez, le titre. Le mercato, c'est presque fini. C'est pas totalement fini, les amis. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des championnats, des destinations pour faire partir nos indésirables. On va encore les citer. Je vous les avais déjà cités par le passé avec mes graphiques. Maintenant, je vous le cite par le texte. Allez, on y va, let's go. Et je vous lis tout ça tranquillement mais sûrement. Je vous fais une petite analyse sur la fin de l'article, quand il y aura tous les noms des arrivées, tous les noms des départs, pour vous donner mon avis sur les arrivées, sur les départs. Voilà, donc est-ce que je suis satisfait, les pour, les contre, le positif, le négatif. Alors, le mercato, c'est presque fini. 6 minutes de lecture. Tristan Rappo. Je lis tout. On voit la petite montre et 6 minutes. Si les portes du marché français sont officiellement fermées depuis 23 h hier, certaines au Portugal, aux Pays-Bas, en Arabie Saoudite pour le 2 septembre sont encore ouvertes. En Belgique le 6 septembre, au Qatar le 9 septembre, en Turquie le 13 septembre, restent ouvertes pour renflouer les caisses olympiennes qui ont débuté cet été. Donc l'OM, s'ils veulent encore vendre, ils doivent vendre en Belgique, d'abord au Portugal aussi, aux Pays-Bas, en Arabie Saoudite, en Belgique, au Qatar et en Turquie. Voilà les destinations possible pour nos joueurs. Il y a aussi la Suisse, ils ont oublié de la rajouter. La Suisse, je ne me rappelle plus la date, je crois que c'était le 6 ou le 2. Le 6, je dirais, mais je ne suis pas sûr. Voilà, Suisse pour Ulysse Garcia, on ne sait jamais. Pour sa dernière journée sur le marché français, l'OM a enregistré l'arrivée de Neil Maupay. Au moins c'est officiel, il est arrivé hier et il peut jouer aujourd'hui. Les dirigeants, qui ont encore du temps pour exfiltrer leur indésirable dans certains pays, ont également tenté d'attirer Ismaël Benasser. On en a parlé dans la vidéo hier, mais en vain, malheureusement. Je vous avais donné mon avis là-dessus. Je vous ai dit,
J'y crois pas. Au début, j'y croyais pas à l'information. Je croyais que c'était vraiment pour un jeu d'agent du côté de l'Italie qui faisait un petit peu remonter l'information ou la rumeur. Mais derrière, les médias français ont commencé à en parler. Je me suis dit, bon, c'est vrai, l'OM s'y intéresse. De dernière minute, le dernier jour, pourquoi pas tenter un coup de dernière minute. Et malheureusement, ils y se sont pris trop tard à mon goût. Voilà, on va en parler quand je vais essayer de parler de ce sujet-là. Lâchez vos stylos, déposez ces chéquiers, c'est fini. Accoudé sur l'étal depuis le 10 juin, soit 81 jours à disserter le mercato. Et franchement, j'ai presque passé 81 jours avec vous. J'ai pas commencé le 10 juin, je crois pas. J'ai commencé un petit peu après. Voilà, j'avais fait un petit trou. Voilà, pendant un moment, pendant un mois, j'avais fait un repos. Mais j'ai passé 2 mois avec vous complet, c'est sûr. Et je suis éreinté. Je suis éreinté de cette période. Voilà, je vous ferai une vidéo spéciale sur mon avis, sur l'envers du décor de YouTube. J'ai vu un YouTuber que j'aimais bien qui parle de boxe de temps en temps. Là, je m'étale un petit peu, mais c'est pas grave. Pour ceux qui aiment m'entendre parler, eh ben, ils vont aimer ce que je vais dire là. Donc, je vais vous faire une vidéo spéciale qui ne concerne pas vraiment l'OM, même si je vais en parler un petit peu, parce que c'est un sujet principal, c'est mon sujet principal de ma chaîne. Mais je vais donner mon avis un petit peu sur l'envers du décor de YouTube, ce que ça me fait personnellement. Voilà, je vais donner mon avis, ce que ça me fait personnellement. Voilà, je me répète, mais je me répéterai moins quand je préparerai la vidéo. Ça sera moins fatigué, moins ci, moins là. Les dirigeants olympiens ont rendu leur copie hier soir à 23h pétante. Après une saison jugée honteuse sur les hauteurs de la commanderie, l'OM voulait faire table rase du passé. Dans l'idéal, 2 joueurs auraient dû survivre au funeste triptyque Marcelino, Gattuso, Gasset, Leonardo Ballardi et Pierre-Emerick Aubameyang. Dans le fait, l'un a prolongé jusqu'en 2028, l'autre, aux grandes dames de Pablo Longoria, a cédé aux sirènes d'Arabie Saoudite. Pas aux grandes dames de Pablo Longoria, aux grandes dames de tout le monde. Les supporters, moi et vous. Je suis pas content que Pierre-Emerick Aubameyang est parti. Après, voilà, les sirènes d'Arabie Saoudite, c'est doré, c'est argenté, il y a beaucoup de liasses. Il ne peut pas y réchapper. 20 millions par an, je crois, un truc comme ça. C'est combien le salaire qu'il a touché là-bas? Je sais plus. Mais ça va être énorme pour lui. Je trouve que c'est normal quoi qu'il parte, voilà, qu'il se fasse beaucoup de pognon. Même s'il en avait beaucoup du côté de l'OM. Les autres, plusieurs ont pris la poudre d'escampette. Ismail Assar, Vitinha, Iliman Ndiaye, Klose, Lopez, mais pas assez. Ils ont oublié Gigot aussi. Nous y reviendrons, c'est promis. Il reste de toute façon encore un peu de temps à l'Olympique pour liquider ses invendus. Comme je l'ai cité juste avant, les dates des autres championnats. À l'heure du bilan, honneur aux nouveaux. Ils étaient 10 avant que le soleil ne se lève hier. Au moment où le rideau est tombé sur le marché, un 11e avait rejoint Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Derek Cornelius, Valentine Carboni, Jeromino Rulli, Geoffrey Delange, Eli Wahi et Jonathan Rowe. Ça fait 10. Et le dernier, c'était Neil Maupay. Ils l'ont pas mis dedans. Benasser était d'accord. Sans surprise, son nom est Neil Maupay, 28 ans. Il était la priorité du tandem Longoria-Benassia, dès lors que Faris Moumbagna, blessé à Brest, fut éloigné des terrains pendant 6 mois à minima. L'ancien niçois arraché en prêt payant. On a quand même, je vous l'ai dit, hein, franchement, j'ai vu juste, hein, encore une fois. Alors, sur cette période de mercato, franchement, j'ai vu juste plusieurs fois. Voilà, je vous ai rien inventé. Vous avez vu que tous les relais que je vous ai faits, voilà, j'ai pas fait le sensationnel. Je vous ai pas relié les histoires de Martial, de Ben Yedder, des autres recrues peut-être potentielles pour l'OM qui faisaient du bling-bling. Non, non, non. J'ai pas fait ça. Je vous ai relayé ce que je considérais comme du concret. Je me suis peut-être trompé sur 2-3 choses, peut-être qui ne sont pas vues, comme Eki Fernandez. On pensait qu'il allait venir, mais non. Je vous ai donné un petit peu mon avis là-dessus. Et franchement, j'ai été dans le juste à chaque fois. Voilà, je me balance pas des fleurs, mais je trouve que j'ai été dans le juste. Pas comme certains. Je citerai personne. Donc, à minima, et l'ancien niçois arraché comme un prépayant sur 500 000. Je vous avais dit qu'on allait payer une somme, un prépayant, et qu'on allait laisser une obligation d'achat. On n'allait pas écarter les cuisses, mais un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu. Avec l'obligation d'achat à Everton, 5 millions plus 4 millions de bonus. Finalement, au bout du compte, ça fait presque 10 millions d'euros hein, pour un recrutement d'un joueur qui avait plus qu'1 an de contrat. Bon, c'est un attaquant quand même qui joue en Angleterre. C'est normal qu'on investisse quand même pas mal. A même signé son contrat à temps afin d'être qualifié pour le déplacement à Toulouse ce soir, 21h. Annoncé par Roberto De Zerbi comme le remplaçant d'Eli Wahi à la pointe de l'attaque marseillaise, comme on l'a cité tout à l'heure dans la conférence de presse, en attendant que le terrain dessine sa hiérarchie, le natif de Versailles portera le numéro 32 au pied de la bonne mère. Lorsque l'OM a officialisé le deal en fin de matinée, la direction olympienne était déjà satisfaite de ses emplettes au regard du chantier à ciel ouvert qui se présentait à elle au début de l'été. C'est vrai qu'il y avait un gros chantier.
mais je vais vous donner mon avis après. Considérant aussi l'absence de Coupe d'Europe comme une parure en moins au moment de draguer les potentiels recrues, malgré l'alléchante présence de Roberto De Zerbi sur le banc, avec des moyens très limités, il faut d'avoir pu su vendre quelques joueurs à forte valeur marchande comme Aminarit, Meite ou Naï et exfiltrer les indésirables comme Veretout, Garcia et Memba. L'OM qui a aussi beaucoup trop dépensé envisageait toutefois de déposer la cerise sur le gâteau. Celle-ci aurait pu être Ismaël Benasser, 26 ans. La Maison Ciel et Blanc a travaillé toute la journée pour rapatrier en Provence de l'artésien. L'élégant milieu de terrain avait même donné son accord. Côté sortie, un seul nom enregistré, celui de Samuel Gigot, sur lequel l'OM ne misait plus depuis un moment. Problème, le club, déjà pressé par le temps, n'avait qu'un prêt à soumettre à l'AC Milan. Eh oui, malheureusement, qu'un prêt avec l'achat de Neil Maupay. Bon, certes, on n'a pas investi longtemps, beaucoup, mais c'était déjà l'investissement de trop pour l'OM. En début de soirée, le tandem de Longoria Benassia a dû se faire une raison. L'international algérien, 50 sélections de buts, ne posera pas cet été son baluchon au centre Robert Louis Dreyfus. Et cet hiver, point d'interrogation, peut-être qu'on peut le faire, c'est pas terminé. Voilà, du côté de l'AC Milan, ils voulaient s'en séparer. Pourquoi pas cet hiver, attendre cet hiver. Voilà, il sera encore à l'AC Milan normalement. Le coupable était tout trouvé pour les supporters marseillais, du moins ceux des réseaux, Jordan Veretout. Moi, je vais vous dire, c'est pas vraiment le seul coupable. Bloqué, je vais vous donner mon avis après sur le mercato au total. Bloqué à Marseille, autant à cause de son salaire mirobolant que du tarif réclamé par l'OM. Voilà, il réclamait 8 millions d'euros. Ce qui a refroidi plus d'un club, à commencer par Rennes, voire Lyon. L'ex-Canari n'étant rien responsable de cet échec. Selon la Provence, il est en rien responsable de cet échec. Bien sûr, son départ aurait permis à l'Olympique de Marseille de bénéficier d'une marge de manœuvre supplémentaire. Mais en réalité, le club misait plutôt sur un départ de Bamo Meite pour faire plier ensuite les Rossoneri. Donc ils essayaient de faire partir au dernier moment Bamo Meite pour avoir un peu plus de marge financière pour recruter Ismaël Benasser. Côté sortie, à l'instar des arrivées, un seul nom enregistré, celui de Samuel Gigot, sur lequel l'OM ne misait plus depuis un moment. L'Avignonnais, qui n'envisageait pas d'évoluer dans une autre écurie française et croiser la route de son club de cœur, a trouvé chaussure à son pied en Italie. Plus précisément à Rome, où la Lazio l'a embauché contre un petit billet d'environ 4 millions d'euros. Ouais, je vous ai dit 3,5 millions, 3,6 millions tout à l'heure. Il laisse derrière lui une défense olympienne qui n'a sur le papier pas aussi fière allure que ce milieu et cette attaque flambant neuf, pour lequel l'OM a sorti l'artillerie lourde. Ses anciens colocataires du Loft pourront encore imiter Samuel Gigot dans ces prochains jours, dans les destinations qu'on a citées tout à l'heure, car le mercato n'est pas encore fini. Si les principaux championnats européens ont baissé leur rideau, d'autres restent aux aguets. Je vais encore les citer. Le Portugal, les Pays-Bas, l'Arabie Saoudite pour le 2 septembre, donc lundi là, qui arrive à minuit ou 23h, je ne sais plus quelle date et quelle heure. La Belgique le 6 septembre, le Qatar le 9 septembre et la Turquie le 13 septembre pourraient encore rendre fier service à l'OM, affaire à suivre. Maintenant, je vous fais le résumé du mercato, le tableau des transferts des arrivées. Donc Bamo Meite, 10 millions d'euros et demi, 10,5 millions d'euros recrutés du côté de Lorient. Et oui, parce qu'on a fait un prépayant l'année dernière et on a levé l'option cette année. Donc, on a payé au bout du compte 11 millions et demi. Ismaël Koné pour 12,5 millions d'euros hors bonus. Voilà, ça va monter jusqu'à 17 si je ne me trompe pas, ou un truc comme ça. Lilian Brassier, Brest, prêt avec obligation d'achat de 11 millions d'euros. Donc là, ça va, on n'a pas investi cette année, mais on va investir l'année prochaine. D'ailleurs, l'année prochaine, si on fait le compte, on a déjà 45 millions à investir sur les recrutements de l'année prochaine, qui sont repoussés à l'année prochaine. Mason Greenwood, Manchester United, 26 millions d'euros hors bonus. Pierre-Emile Højbjerg, Tottenham, prêt avec obligation d'achat l'année prochaine, 13,5 millions d'euros. Derek Cornelius, Malmö, 4 millions d'euros. Valentin Carboni, c'est un prêt avec obligation d'achat de 36 millions d'euros. Pas obligation, option d'achat, 36 millions d'euros l'année prochaine. Ça ne concerne pas les 45 millions que je vous ai cités. Ça concerne, c'est pas une obligation. Geoffrey Delange, Dego Aheads Legals de 2 millions d'euros. Jérémy Meroli pour 4 millions d'euros du côté de l'Ajax. Eli Wahi pour 25 millions d'euros hors bonus. Jonathan Rowe, Norwich, prêt avec obligation d'achat 16 millions d'euros hors bonus. Neil Maupay, Everton, prêt avec obligation d'achat 5 millions hors bonus. Salim Benseguir, retour de prêt François Jérémy-Smug et retour de prêt de Paul Lirola. Du côté des départs, allez, j'enchaîne et après je vous fais un résumé de mon bilan vraiment mercato. Jean Onana qui est reparti de son prêt, Correa pareil, Pape Gay, au revoir, Jordan Amami, merci, Jonathan Klaus, au revoir, Conrad de la Fouetté, merci, Matteo Ganuzzi,
bah, finalement, on récupère les 13 millions d'euros que nous donne la Lazio. Merci à toi, Matteo, pour ton passage. Paul Lopez, merci à toi fortement pour ton passage sur ces 3 saisons, Gérone. Il va du côté de Gérone pour 6,5 millions avec une option d'achat à 6 millions d'euros qui nous sera donnée à la fin de saison. Iliman Ndiaye pour 18,5 millions d'euros hors bonus. Par contre là, on s'en sort plutôt bien sur Iliman Ndiaye. On récupère la somme qu'on a investie sur lui. Ismail Assar, 15 millions d'euros. On avait investi 13, il me semble bien. Donc on récupère un peu plus sur Ismail Assar. Vitinha, 16 millions d'euros hors bonus. On récupère un peu beaucoup moins que ce qu'on avait investi sur lui, c'est-à-dire 25 millions plus quelques bonus qui n'ont pas tous été levés parce qu'on parle de 32 millions, c'est 25 millions plus 7 millions de bonus. Et dans les 7 millions, il y en a qui ne sont pas atteints. Donc on va dire à 28, 30 peut-être, 28, je ne sais pas combien exactement. Et on a récupéré 16 millions hors bonus, donc peut-être presque près de 20. On va perdre pas loin de 10 millions en fait sur l'histoire de Vitinha. Après, il a joué quelques temps chez nous. Est-ce qu'on récupère un peu d'argent? Je ne sais pas. Voilà. Pour Vitinha, on perd de l'argent, c'est sûr. Simon Ngapototenbu en prêt du côté de Nîmes et Samuel Gigot, Lazio, prêt avec option d'achat de 4 millions d'euros environ. Voilà le bilan. L'effectif olympien pour cette saison, vous l'avez sous les yeux. Donc Jérôme Rouli, Geoffrey Delange, Blanco, Gel Van Dijk pour les gardiens. Pour les défenseurs, Quentin Merlin, Léo Ballardi, Ulysse Garcia, même si pour moi, ben oui, il fait partie de l'effectif, mais il ne sera pas peut-être réintégré. Derek Cornelius, Bamo Maïté, Lilian Brassier, Paul Lirola, Amur Murillo, eh ben ils nous mettent chance à les mêmes bas dans l'effectif. Donc ils le mettent dedans. Milieu, Valentine Carboni, Azil Naï, Amin Harit, Geoffrey Konobia, Valentin Rogier, Pierre-Emile Heuberg, Jordan Leretou, Milan Nadir, Yanis, Selami. Gaël Lafont, Ismaël Koné. Les attaquants, Eli Wahi, Mason Greenwood, Faris Moumbagna, Jonathan Rowe, Ezo Sternal, Neil Mopé, Luis Enrique, Kylian Abdallah et Saline Benseguir. Oh, c'était chaud, artichaut. Voilà, je vous fais mon petit bilan assez rapide, assez concis. Donc le bilan Mercato, est-ce qu'il est positif ou négatif pour moi? Moi, je vous dis, il est plutôt positif. Il est plutôt positif, il y avait beaucoup de travail, comme ils ont dit dans l'article. On s'en sort bien sur certaines lignes du terrain, c'est-à-dire l'attaque. Degré moins de le milieu de terrain, je veux dire que ça va encore, même si j'aurais espéré qu'on ait un milieu supplémentaire. Et du côté de la défense, par contre, c'est le bas qui blesse, le point noir. Il nous manque quand même un joueur, surtout sur le côté gauche, pour concurrencer, pour ma part, un Quentin Merlin. Parce que Ulysse Garcia, certes, il est dans l'effectif, mais normalement, il ne devrait pas être un réintégré puisqu'il était dans les indésirables du LOF. Voilà. Donc pour ma part, il manquerait plutôt à ce poste-là. Là, je vous dis le positif, le négatif. Voilà. Et après, je vais partir sur plus de détails. Donc le positif, le négatif, voilà où on en est. Positif, je pense que oui, on s'en sort bien côté offensif, milieu de terrain. Défensivement, sur les lignes, comme je vous l'ai dit, il manque un petit peu. Du côté gauche de la défense. Du côté droit, certains vont dire il manque un petit peu de qualité. Mais je vais attendre avec le temps pour voir ce que ça va donner avec vraiment en titulaire Murillo. Parce qu'on ne l'a pas vu avec le temps. Là, sur les premiers matchs qu'on a vus officiellement, ça n'a pas été terrible. Mais dans les matchs avec la Copa, du côté de la Copa, il a été dans l'équipe type 2 fois d'affilée. Il a été un des meilleurs latéraux de la Copa. Certes, c'est la Copa, ce n'est pas la même compétition. Mais on avait tous été emballés par cette Copa. Même les supporters marseillais qui étaient là à faire des aubergines. Maintenant, pour 1 ou 2 matchs qui a été plutôt délicat pour lui avec l'OM, il ne faut pas lui tomber dessus directement. Attendons avec le temps, on verra bien. Je ne suis pas trop confiant pour ce domaine-là, mais je vais lui laisser un petit peu de temps. En remplaçant pour l'instant, on a Bomoïté ou alors Paul Lirola. On a le nombre, la qualité peut-être degré moindre, mais on a au moins le nombre. Côté gauche, par contre, si on regarde bien, en spécialiste côté gauche, on a Quentin Merlin. Et Ulysse Garcia, je ne le compte pas. Donc on a Quentin Merlin. Après, on nous a mis Lirola contre Brest, mais moi, ça ne me convainc pas. Ça ne me convainc pas de mettre un latéral droit côté gauche. Voilà, c'est un latéral droit de base. Voilà, il ne faut pas commencer à déconner. Voilà, ça, c'est pour ma part le petit point noir sur la défense. Il y a un autre petit point noir aussi sur la défense, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas assez de qualité en défense centrale. À mon goût, Balerdi, c'est pas mal, c'est très fort. S'il confie en cette année, parce que c'est pas sûr, attention, hein, on peut avoir une rechute, hein, et s'il s'emballe trop, la tête qui a gonflé, attention les amis. Balerdi, donc on va dire que je suis confiant qu'il fasse une bonne saison. Merci. Brassier, l'année dernière, c'est Brest. Il fait une très bonne saison. Maintenant, c'est l'OM. Brest, l'OM, voilà, la pression, le contexte, et si là, il change de club. On va voir avec la pression ce qu'il va faire, est-ce qu'il va avoir le niveau de passer ce palier-là. J'ai quand même des doutes, même si voilà, il est encore jeune, il a encore des progrès à faire et tout machin. Avec le coach de Zerbi qui vient d'arriver, des autres préceptes ici et là, il va peut-être les inculquer au fur et à mesure de la saison. L'adaptation avec un nouveau partenaire en défense. Voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour Brassier. On va dire que voilà, semi-confiance. Balerdi, bonne confiance. Et derrière, Derek Cornelius, de ce qu'on a vu sur la première rencontre.
Voilà, j'ai moins de confiance en Derrick Cornelius que plutôt Brassier qui découvre un championnat. Cornelius, c'est tout autre. Il a déjà un âge avancé. Il était dans un championnat atypique, on va dire. Et si c'est pas imposé en Europe dans un autre championnat un peu plus relevé, c'est peut-être pas qu'il avait le niveau non plus. Donc Derrick Cornelius, je vais l'encourager. C'est un joueur de l'OM. Il a la tunique de l'OM. Ce soir, il va jouer titulaire. Mais je suis pas assez confiant. Dans cette défense centrale, pas assez confiant. Et derrière, Momaité, qui est le dernier, qui joue un rôle bizarre, soit arrière droit, soit central. Et en plus, il était sur le départ. En plus, il a son histoire de braquage. C'est assez compliqué pour Momaité. Est-ce qu'il aura un niveau certain ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, la défense centrale, ça manque d'un joueur de qualité, avec un vécu, pourquoi pas. Et je vais vous dire, Chancel Mbemba, il est tout fait pour jouer ce rôle-là. Malheureusement, il a été écarté. Il y a eu des histoires de doigts ici, là. Je ne pense pas qu'il sera réintégré. Même si, réintégré, il y sera dans le groupe, puisqu'il est dans le groupe là. À partir d'aujourd'hui, il est dans le groupe. Il va s'entraîner avec le groupe. Mais il ne sera pas enregistré dans l'effectif pour aller se déplacer à Toulouse ce soir. Voilà, par exemple. Il ne sera pas pour le prochain match normalement. À moins que ça se débride, à moins qu'il y ait une réunion entre Chancel Mbemba, peut-être Verretou qu'on va reparler juste après, et d'autres joueurs qui sont écartés avec la direction. Nouveau rendez-vous en se disant, bon écoutez, les gars, on va se mettre d'accord, on a besoin d'un joueur absolument au milieu de terrain, par exemple pour Verretou, on a besoin absolument derrière pour Mbemba, on vous fait revenir dans le groupe, voilà, vous allez peut-être avoir du temps de jeu, pour l'instant vous n'êtes pas titulaire, à vous de faire vos preuves avec Roberto ici et là. Peut-être qu'ils vont l'accepter, peut-être que ça va se passer comme ça. Après, je pense pas, hein, je pense pas, là c'est vraiment le côté, l'eau rose, je sais pas comment on dit, les bisounours, c'est tout, machin. Voilà, maintenant je vais partir sur le côté détaillé un petit peu des choses. Alors, le côté positif, on a beaucoup de jeunesse. Qui dit beaucoup de jeunesse, c'est beaucoup de valeur qui a été créée avec cet effectif-là. Parce que si on regarde bien, un Greenwood, voilà, qui vient se relancer chez nous. Alors, je ne parle pas d'extra sportif. Il est jeune, il a que 22 ans. Un Eli Wahi, s'il arrive à se relancer chez nous, parce que l'année dernière, c'était plus délicat avec Lens, il peut prendre de la valeur. Un Moumania, bon, maintenant il s'est blessé. Bon, il est jeune aussi, il a que 23 ans. Jonathan Rowe, là, je prends que les attaquants. Je peux prendre tous les effectifs. Jonathan Rowe, très jeune, qui peut prendre de la valeur. Enzo Sternal, bon, c'est jeune aussi, mais voilà, il peut prendre de la valeur. Pour l'instant, il est que en fin de formation et il va avoir un peu de temps de jeu. Neil Maupay, c'est différent. C'était un coup de dernière minute. Luis Enrique, c'est très jeune. Voilà un petit peu déjà offensivement. Vous voyez, ces joueurs-là, ils apportent un supplément de valeur à l'effectif. Et ça, à l'avenir, c'est très important d'avoir un peu de valeur de côté. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Si on est dans le dur à essayer de recruter un défenseur, par exemple, qu'on n'a pas de valeur dans l'effectif, dans les bourses, on va dire, dans les poches, et ben on peut vendre un joueur qui nous sert peut-être pas, qui est remplaçant. Par exemple, malheureusement, Jonathan Rowe, je prends au hasard là, il y en a un qui me fait pic-pic. Jonathan Rowe, l'année prochaine, imaginons, il a pris de la valeur et on le revend à 50 millions d'euros. Je dis ça au hasard, comme ça. C'est de la valeur ajoutée à l'effectif et ça peut nous permettre d'avoir une monnaie d'échange sur d'autres postes. Voilà. Après, je prends les attaquants. Je peux prendre aussi, du côté du milieu, on a pris un Ismaël Koné qui est jeune, qui a aussi de la valeur à montrer, mais plus en défense. Parce que plus en défense, on a plus de valeur en défense finalement qui a été créée par rapport au milieu de terrain. Et ça concerne un petit peu les effectifs qu'il a eu par le passé de Zerbi. Quand on regarde, c'est pas c'est qui m'avait dit ça, je crois que c'est toi Flo, qui m'avait parlé du Shakhtar et de Brighton. Si on regarde bien leur effectif, ils avaient beaucoup de milieux de terrain expérimentés, de défenseurs jeunes et des attaquants jeunes. Ça se retrouve maintenant à l'OM, si on regarde bien. Au milieu de terrain, on a un Rongier, on a un Kondogbia, on a Pierre-Emile Højbjerg, de l'expérience pour le milieu de terrain, pour le cœur du jeu. Voilà, c'est là où ça va se passer principalement, où Højbjerg va toucher le plus de ballons, ou alors derrière aussi avec Balerdi qui va toucher énormément de ballons. Mais vous voyez ce que je veux dire? De la valeur, de la jeunesse, et derrière, un nouveau rajout dans le positif. Dans l'attaque, je reviens du côté de l'attaque, on a de l'efficacité. On a de l'efficacité à revendre, et c'est d'ailleurs un sujet principal. Si vous écoutez à chaque fois De Zerbi, quand il parle de ses attaquants, et quand les attaquants parlent de Zerbi, il leur dit, il me demande d'être efficace, d'être rapide dans mes gestes. C'est ce qu'il dit à chaque fois, hein, les joueurs. Écoutez Luis Enrique, écoutez Jonathan Rowe. À chaque fois, quand on lui demande qu'est-ce qu'il vous a plus ou moins demandé, Roberto De Zerbi, il a demandé de la vitesse, de l'efficacité. Et c'est ce qu'on a comme joueur finalement. Un Greenwood qui peut claquer. Un Eli Wahi, s'il se remet en forme, il peut claquer. Un Jonathan Rowe qui a quand même claqué, même si c'est en championship. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des joueurs qui sont assez efficaces. C'est pas des joueurs qui ont un profil différent, de style à être un pivot ici et là. C'est pas un énorme buteur, mais qui peut peser sur les défenses. On n'a pas énormément de cela. Voilà, des joueurs qui sont assez efficaces. Alors, je ne parle pas que des stats, bien sûr. C'est aussi la provocation, de la vitesse, apporter du danger. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Pour le jeu qu'on a précisément. Voilà le côté positif.
Il y a plein d'autres choses à dire du côté de positif. J'ai pas assez préparé ma vidéo parce qu'on est le matin et j'ai travaillé toute la nuit. Donc je suis désolé, mais il y en aura d'autres. Je vous referai d'autres bilans. Voilà, plus précisément en live ce soir, on se fait un autre bilan. Sinon, côté négatif, comme je vous l'ai dit, le côté manque peut-être à certains postes. Il y a aussi les indésirables qui ne sont pas partis. Voilà, Verretou, malheureusement. Alors, est-ce qu'il est fautif ou pas, ici et là, machin. Il y a une part de fautif du joueur, Verretou, de son entourage, bien sûr. On connaît l'entourage. Je ne parle pas de sa femme, je ne vais pas insulter sa femme, je ne vais pas insulter ses enfants ici et là. Certains qui le font sur les réseaux assez bien, voilà, les benets un petit peu. Mais pour Verretou, il n'est pas que lui fautif. C'est pas 100% d'un côté les joueurs, les lofters qui ne veulent pas partir parce qu'ils ont du pognon à l'OM et qui ne veulent pas partir du côté d'un autre club comme Rennes qui ne leur donne pas le salaire. Non, c'est pas que les fautifs. Ouais, ils n'ont pas mis le couteau sous la gorge de Longoria ou de je ne sais pas qui quand ils ont eu le salaire. On leur a proposé, on leur a donné de base. Voilà. Est-ce que le côté verbal de l'accord, quand il y avait soi-disant qui partirait si on n'a pas de Coupe d'Europe, c'est vrai? Ça me paraît bizarre cette histoire-là. Voilà. Et c'est que verbal. Il n'y a pas de l'écrit à mon avis. Sinon, s'il y avait de l'écrit, c'était réglé. Il partait normalement. S'il y avait de l'écrit, c'était réglé. Voilà, on va dire Gigot, il est parti à la Lazio. Félicitations ici et là. Bon, Gigot, est-ce qu'il pouvait aller voir mieux que la Lazio, les amis? Est-ce qu'il pouvait avoir mieux que la Lazio? Dites-moi. Je suis désolé, hein. Je suis abrupt là. Mais pour moi, Mbemba, Verretou, c'est un autre standing que Gigot. Voilà, vous allez me dire, ouais, mais Gigot, avignonné, accent et tout, machin, tatouage et tout, il a la barbe et ouais, il a la passion de l'OM, il voulait pas jouer contre l'OM et tout. Oh, bon, arrêtez de faire du violon comme ça. Moi, je n'accepte pas ces petites paroles, faire du violon. Voilà, il voulait pas jouer contre l'OM. Non, non, non. Et le niveau avant tout. Mbemba, tu me dis, maintenant on le remet dans l'effectif, il est largement titulaire. Verretou, tu le mets dans l'effectif, il a du temps de jeu, voire titulaire. Ça, par contre, il faut le prendre en compte aussi. Maintenant, pour la gestion, comment elle a été gérée, voilà, est-ce qu'on n'aurait pas pu lui proposer une prolongation l'année dernière ou l'année d'avant ou ça fait quand même 3 ans qu'il est à l'OM, hein. C'est la 3e année pour Verretou, c'est la 3e année pour Mbemba. Voilà, est-ce qu'on n'aurait pas pu s'y prendre avant au lieu de les mettre dans l'offre cet été? Je sais pas, hein, c'est bizarre, mais bon, bref, on s'en fout. En tout cas, il n'y a pas que la direction qui est fautive. Il y a les joueurs aussi, bien sûr, ils sont fautifs. Ils auraient peut-être dû accepter au bout d'un moment de partir. Voilà, sachant qu'ils n'allaient pas avoir du temps de jeu pour le moment. Et voilà un petit peu mon avis sur ce dossier-là. Il n'y a pas que tomber sur les joueurs aussi au bout d'un moment. Il faut avoir un petit peu un jugement différent des moutons. Des moutons. Voilà, je pense que j'ai tout résumé. Et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. On se retrouve tout à l'heure pour le live du match. Parce que là, ça fait 51 minutes, je viens de voir en dessous. Et sinon, ça va être trop long. Avant de partir, je vous montre vite fait du côté de la réserve. Je vous ai dit que je vous faisais un point de temps en temps. Ils vont jouer tout à l'heure à partir de 18 h du côté de l'OM Campus. Et normalement, ils devraient jouer dans un autre stade prochainement parce que l'OM réclame d'avoir une nouvelle pelouse, une pelouse naturelle. Et en ce moment, c'est du synthétique. Voilà, plus ou moins, c'était le sujet principal. Ils sont actuellement 8e. Ils ont fait un match nul face à Montpellier lors de la première journée. L'équipe a JPP. Donc aujourd'hui, du côté de l'OM, du Marseille, est-ce qu'ils vont gagner contre les Corses de Sud FC? On l'espère. S'ils gagnent, ils se replaceront dans les premières places. Autre chose, on va rafraîchir la page. Peut-être qu'il y a une information de dernière minute. Peut-être, j'ai pas vu. Je préfère perdre que voir les lofters rejouer, nous dit Majid. Bah ok si tu veux. Mais moi non, pas du tout, hein. C'est l'OM avant tout, hein. C'est pas parce que les lofters rejouent qu'on gagne que je serais pas content. Ah non, là, moi je serais encore plus content. Je serais content qu'on gagne. Mais peu importe qu'il est lofter ou pas. Je suis pas le groupie des joueurs. Voilà, les groupies des joueurs, moi ça n'existe pas avec moi. Voilà, les joueurs, je les encourage. Par exemple, Greenwood, il est énorme. Je vais dire, putain, félicitations à Greenwood, il a fait une super saison. Je vais m'enflammer. Mais je suis pas une groupie à bloc comme certains. Non, Majid, je suis désolé, mais tu me déçois un petit peu sur ton avis. Voilà. Faut pas non plus croire tout ce qu'on te dit. Allez, je reviens sur la page principale. Je regarde de mon côté s'il y a autre chose. Putain, j'ai la dalle. J'ai la dalle. Je vais manger un petit truc là, avant de me coucher. Sinon, je vais tomber dans les vapes. Je regarde s'il n'y a pas une information de dernière minute et je vais vous laisser tranquille. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure à partir de 20 h sur le live. Donc, je vous remontre le live. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de vous remontrer. Voilà, le live, n'hésitez pas à balancer la razzia de likes. On est à 49. Allez, montez. Si on peut monter à 75, pourquoi pas? Tiens, entre 50 et 100, pourquoi pas? Allez, les amis, je vais vous souhaiter de passer encore une bonne journée. Je me répète. Désolé si ça a été un peu confus sur mon bilan. J'en referai un autre. Peut-être pas en vidéo, mais au moins en live ce soir, on fera un petit bilan ensemble. On va parler du mercato.
Voilà, donc peut-être mon avis sera différent par rapport à la fatigue. Je suis très très fatigué, désolé. Voilà, j'aurais peut-être un autre avis. Mais en général, non, je pense que ce que j'ai dit là, je vais redire, mais différemment, plus détaillé, avec des arguments plus pointilleux. Allez, je vous montre l'abonnement, le like, le partage en dessous, on ne le voit pas, la cloche et les commentaires. Et vive le foot chez Sa Page Foot. Et surtout, à ce soir, allez l'OM. Et mon... Ah oui, mon pronostic. Mon pronostic. Mon pronostic. Je me suis enflammé la dernière fois. Je m'excuse. J'avais dit 6-1. On n'a pas fait 6-1 du tout, 2-2. Mon pronostic, on joue à Toulouse. Allez, on reste sur 2 victoires contre Toulouse. Les derniers matchs avec l'arbitrage, le même. Allez, on gagne quand même. Il faut être positif dans la vie. Mais on va encaisser quand même un but. Allez, 3-1. Ça serait bien un match à but. 3-1. Même s'il y a 3-2, je le prends quand même la victoire. Allez, du moment qu'il y a une victoire, je la prends. Allez, ciao, ciao les amis. Et bonne journée.